C'est reparti pour un CQFR. Cette fois-ci, c'est le CQFR du samedi, le ce à quoi il fallait répondre, dans lequel Shai et moi-même allons tenter de répondre aux questions que vous nous avez envoyées tout au long de la semaine. Shai, comment est-ce que ça va déjà? Premier week-end de Jeux Olympiques, comment ça a été? T'es au taquet, t'en as déjà marre, t'as pu aller à ta boulangerie? Est-ce que t'as été bloqué par des escouades de police pour aller acheter le pain? Comment ça se passe? Non, ça va, par chance, je suis en banlieue, certes proche, mais pas en plein Paris. Je me suis pas aventuré encore à aller près des lieux des Jeux Olympiques. Sinon, ça va. Effectivement, j'ai très très hâte que les matchs commencent. C'est aussi pour ça qu'on va suivre les JO, hein. Je te dis pas que de temps en temps, je ferai pas un petit crochet par les sports alternatifs chers à Antoine Pimel, mais évidemment, le tournoi de basket m'intéresse tout particulièrement. J'espère, à l'heure où on enregistre, il y a la menace de la pluie qui plane au-dessus de Paris. J'espère que d'ici là, le soleil sera revenu. Et pour que vous puissiez profiter de votre week-end, évidemment aussi. J'ai vu d'ailleurs des images de pongistes français en train de jouer au basket et de Absolument. taper des lay-ups et de faire tourner le ballon sur le bout de leurs doigts. Donc je sens qu'il y a un challenge qui a été lancé par Antoine Pimel lors de nombreuses late sessions qui a été entendu de la part des athlètes. Donc Antoine va devoir se mettre au ping-pong, je pense, maintenant pour pouvoir essayer de répondre aux défis. Tu vois, j'ai senti que c'est ce qu'on appelle des subs pour ceux qui Ouais. suivent le rap, tu vois, des attaques subliminales, mais je pense que c'est pour Antoine quand même. Ah, je pense, hein. Et alors, il est un peu dans la mouise parce que quand même les gars en question qui font ça, il y a les Lebrun qui sont parmi les meilleurs du monde. Donc si les Lebrun jouent correctement au basket, je sais pas si Antoine va pouvoir rivaliser après sur le côté tennis de table. Ça promet en tout cas là. J'espère que depuis son lieu de villégiature, il regarde ça avec attention. Ouais, c'est clair, il s'entraîne, il a un bras droit maintenant qui fait cette taille-là à peu près, tellement ouais, il lâche pas. Allez, on va revenir un petit peu dans le centre Allez, dans le ouais. sujet. Ça, Shai, qu'est-ce que tu nous as déniché cette semaine comme Pas question? mal de trucs encore, hein, plein de messages toujours aussi sympathiques et agréables et des questions très pertinentes, d'autres amusantes. Donc on va commencer. Il y a pas mal forcément de questions sur les JO, sur l'équipe de France que vous nous avez posées. On commence avec une question de Jean-Alexandre qui nous dit: Salut à tous, j'espère que vous passez un bel été à vous occuper de nos vaisselles. C'est l'un de nos auditeurs qui fait sa vaisselle pendant qu'on parle. Encore merci, vous êtes super mousseux. On vous adore pour l'aspect menthe fraîche et l'acidité du citron qui décortique tout sur la NBA. Ma question porte sur le thème suivant, équipe de France ou équipe de vieilles branches cassées? Vous l'aurez compris, ouais, tu vois déjà la thématique, on voit un peu le vous l'aurez compris, après avoir louché sur l'alléchante alliance de Wemby et Gobert enracinés dans la raquette défensive, j'ai l'impression qu'ils sont finalement les deux grands arbres, le peuplier et le chêne, qui cachent la plaine. Derrière eux, il y a de bons joueurs, mais qui ne font pas vraiment la différence en attaque, notamment un trio qui est à la peine, Fournier, De Colo, Nilikina. C'est simple, ils sont là et n'ont presque pas joué de l'année pour des raisons différentes. Fournier et dans une moindre mesure Nilikina brillent par intermittence et De Colo traînent la papate. 3, c'est trop. Les autres sont séduisants mais ratent leur lancer ou bien montrent qu'on ne peut pas toujours compter sur eux en attaque. Fournier a eu plein d'occasions avant de se débarrasser de la balle notamment. Je trouve que Collet s'est empêtré dans une année de transition entre les vieilles branches, les habitués en manque de rythme et les nouveaux, ou plutôt le nouveau talent sur lequel tout repose. J'ai l'impression qu'on va se prendre un mur chez nous. Bon, ça c'est pour l'optimisme de Jean-Alexandre. Très bien. Ma question est donc la suivante. Pouvez-vous, s'il vous plaît, me rassurer, mais surtout dans un moment entre deux générations comme c'est le cas en NBA, comment réussir à mesurer l'apport des vétérans dans une équipe et à quelle dose? J'entends là par le nombre de vétérans dans une équipe avant que ça ne devienne une équipe de vieilles lucioles ou bien que ça étouffe les jeunes pousses. Il nous dit challenge, interdit de mentionner les Spurs en première idée comme bon exemple parce qu'ils gèrent ça trop bien. Ben oui, parce que sinon ce serait trop facile. Merci encore et j'espère que votre réponse apportera un peu de pamplemousse dans ma vaisselle de samedi. Voilà. Bonne question complexe. Moi, je pense pas que là j'ai grand chose à voir. Alors, je vais commencer par un exemple qui est pas celui des Spurs, c'est Mhm. l'exemple de l'Espagne qui a continué à dominer tard dans les dernières années, que ça soit de Gasol, de Navarro, de tous les joueurs, les Liu, même les Rudy Fernandez, même si on veut. Donc, je pense pas vraiment que ça soit une question d'âge. Les joueurs ciblés, je comprends bien. On en a parlé déjà à plusieurs reprises, Shai. Pour autant, moi, je continue de pas être certain que Nando De Colo ni même Evan Fournier soit le gros du problème dans cette sélection. Je l'ai dit, je le redis, on sait que Nando, c'est plus le Nando qui a été le meilleur joueur d'Europe pendant plusieurs années. Ça, j'en ai bien conscience, mais je pense qu'il a quand même, il peut apporter des choses qu'aucun autre joueur actuel parmi les Français sélectionnables ne peut apporter en termes de création. Et quand je parle de création, je parle pas de scoring, je parle d'animation du jeu, de création pour les autres. Alors,
certes, effectivement, il a peut-être plus la capacité de le faire au niveau qui était le sien, mais je vois pas d'autres joueurs en fait dans ce registre-là. Pour ce qui est d'Evan Fournier, la question est un peu différente. Je pense qu'effectivement, il y a certainement des joueurs qui sont plus. Enfin, il y a d'autres joueurs qui sont probablement plus sur son registre, mais je suis pas sûr qu'il y en ait particulièrement certains qui aient déjà joué au niveau auquel il a joué. Alors, c'est peut-être un pari, se dire, c'est pas dit qu'il retrouve pendant ces Jeux Olympiques l'efficacité offensive qui était la sienne, notamment lors les derniers Jeux Olympiques. Je pense que c'était probablement sa meilleure compétition avec l'équipe de France. Ça, je suis d'accord sur le fait qu'il n'y a pas de garantie là-dessus. Malgré tout, j'ai plutôt tendance à comprendre le choix d'avoir pris Evan Fournier. Moi, ça me choque pas trop. Après, sur les autres postes d'arrière, là, je pense que ça peut se discuter effectivement. Jusqu'à présent, Shai, moi, j'ai fait le choix de pas trop être critique dans le sens où la compétition n'a pas encore commencé. Mhm. Donc, je comprends. En fait, je m'interdis pas d'être critique, mais j'attends de voir un petit peu ce que cette équipe va donner en compétition. Mais c'est vrai que je comprends qu'on puisse s'interroger sur plutôt les autres profils. Et dans les trois qu'a cité notre auditeur, il y a notamment Franck Nilikina. Et pour le coup, là, j'avoue, moi, moins comprendre en fait le choix de Franck Nilikina. Euh, on sait aussi que Vincent Collet, comme d'autres sélectionneurs, alors on peut les appeler des chouchous, leur tête, ou simplement des joueurs sur qui ils sont habitués à avoir pu compter par le passé. Clairement, Franck Nilikina en fait partie, comme Nicolas Batum a pu en faire partie par le passé, ou Antoine Dio à une autre époque. Là, je pense que Franck rentre certainement dans cette catégorie, même s'il a des qualités. Mais c'est vrai que sur la préparation, moi, c'est sans doute l'un des joueurs qui m'a apporté le moins de garantie par rapport à ce qu'il pourra apporter au jeu. J'espère de tout cœur me tromper là-dessus, mais je le trouve effectivement unidimensionnel dans ce qu'il a pu nous montrer jusqu'à présent. Et voilà, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas capable de se révéler. Et pour élargir un petit peu le sujet, si après je te laisse la parole, Shai, parce que je fais un peu long, au bout du compte, on peut regarder les années où l'équipe de France a fait des médailles. L'équipe de France a jamais eu vraiment une académie de jeu en fait. On a eu des équipes fortes, des équipes performantes, mais je peux pas dire qu'on ait déjà développé un beau basket quelque part, ou du moins un basket où tu vois que toutes les rotations se font parfaitement, que ça clique, qu'il y a vraiment une forte alchimie. Alors je dis pas que ça s'est pas produit. En 2015, jusqu'aux phases finales, c'était une des équipes qui a le mieux joué, j'avais le sentiment, tu vois. Mais je pense pas que ça soit la marque de fabrique de l'équipe de France, globalement, et c'est une vraie question à se poser. Je pense, comme on l'avait fait un petit peu avec Maxime et puis avec Fred Young précédemment, c'est je pense quand même en lien avec les choses qu'on fait en formation. Là encore une fois, quand tu regardes jouer les équipes de France jeunes qui font souvent des médailles, quand elles sont dominatrices, c'est pas si souvent que c'est par le jeu lui-même, c'est par la qualité athlétique, la défense, le talent intrinsèque des joueurs, mais c'est pas comme quand tu vois jouer, je veux dire, tu vois jouer une équipe de Lituanie de U20 ou de U17, la balle circule, enfin il y a comment dire, des automatismes offensifs qui n'ont jamais été les nôtres, et par contre, ça, je pense que c'est une question intéressante à se poser pour aujourd'hui, pour la suite. C'est un peu plus ça le souci. Pour ça, la question de l'âge, je la trouve. Alors, évidemment, on peut toujours se demander est-ce qu'il y a des joueurs qui sont là alors qu'ils ne devraient plus l'être. C'est dans toutes les sélections comme ça, hein. Tu parlais de Rudy Fernandez, il est encore là, tu vois. Il est encore avec l'équipe d'Espagne. Pour moi, l'âge est un faux problème. C'est plutôt. Alors, spécifiquement pour les joueurs que Jean-Alexandre a cités, c'est le manque de temps de jeu. Et ça, c'est veut dire que tu es 22 ou 38 ans. Le fait d'avoir peu de répétitions et peu de temps de jeu et donc aussi peu de confiance, ça impacte quand même beaucoup un joueur, je pense. Et globalement, je suis complètement d'accord avec toi. C'est plus le manque de certitude dans le jeu et ça impacte les jeunes joueurs comme les joueurs les plus anciens qu'on peut avoir dans l'équipe. Donc oui, on peut remonter aux racines du mal si on veut, si toutefois c'est un mal, parce que tu fais quand même bien de préciser que les matchs officiels n'ont pas encore commencé. On a des inquiétudes légitimes. Pour l'instant, moi aussi, j'ai pas du tout envie de tirer sur une éventuelle ambulance. Il sera bien assez temps de le faire si, comme au Mondial. Au Mondial, on était arrivé relativement euphorique avec Antoine. Après, on avait logiquement pris des critiques sur notre pronostic. On se disait, bah oui, les Bleus doivent viser le titre, c'est normal. Et derrière, là, après coup, on a réalisé qu'on avait été sans doute trop optimiste. Et là, il est temps après de décortiquer ce qui n'a pas été. Là, on peut juste soulever des inquiétudes. Alors, l'âge de certains joueurs, ça peut en être une. Moi, c'est plus comme toi, le manque de certitude, de formules dont on est sûr qu'elles marchent. C'est plus ça, en fait, moi, qui me pose problème, plus que l'âge des joueurs en eux-mêmes. Il y a des sélections.
je sais pas, l'Argentine quand elle est arrivée en finale la dernière fois, il y avait quand même un paquet de vétérans entre les Scola qui avait 40 ans et certains autres joueurs, enfin, tu vois? Et l'Espagne donc que tu mentionnais. Toutes les équipes ont, parfois eu des joueurs, des vétérans et qui ont su être là au bon moment. Donc peut-être que Nando De Colo, par exemple, va montrer que finalement ça va, qu'il a pas de soucis et que, bah, les inquiétudes sont pas légitimes. Là, pour l'instant, on peut que soulever des questions et l'âge, en tout cas pour moi personnellement, n'entre pas du tout en ligne de compte. Voilà. Ouais, et puis après, toujours sur cette question d'âge, il y a aussi quel rôle va être. Qu'est-ce ce qu'on va demander aux joueurs, en fait. Et pour Mmh. revenir sur le cas de Nando, par exemple, ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Le problème, potentiellement, c'est qu'effectivement, je suis pas sûr qu'il y ait d'autres joueurs qui peuvent apporter ce que lui apporte. Donc, est-ce qu'il sera à même effectivement de pouvoir assumer un rôle aussi important que celui qui me semble qu'il sera amené à jouer. C'est une vraie question, mais encore une fois, je vois pas qui on aurait pu sélectionner pour être à sa place, d'autant qu'il a fait toute la préparation. Moi, je t'avoue que tu vois, en 2016, j'avais été quand même. Pour le coup, ça m'avait vraiment embêté la préparation avec Tony Parker qui avait fait qu'une toute petite partie de la préparation pour X Ouais. raisons. Je crois que c'était pas le seul, je me rappelle plus de tout. Là, ça m'avait posé des vrais soucis. Je m'étais dit, bon, bah là, ok, c'est le jubilé, mais à quel prix finalement c'est le jubilé? D'ailleurs, on s'était fait exploser dès le premier match par Mmh. bon, l'Australie, qui était une très belle équipe par ailleurs, mais je pense qu'on avait vraiment pas été au niveau de l'événement. Je dis ça dans le sens où je comprends aussi que certains joueurs qui ont donné beaucoup pour l'équipe de France, qu'on puisse leur permettre d'aller au bout. Tu sais, Shai, quand on a appris que Sandrine Gruda n'était même pas Ouais. sélectionnée dans le groupe élargi de l'équipe de France, on s'en était un petit peu ému, pardon, notamment de la manière dont visiblement les choses s'étaient produites. Donc ça, je peux le comprendre. Il ne faut pas que ça soit effectivement au détriment des performances, mais par contre, je comprends qu'on puisse, par exemple, garder un spot pour un joueur, deux joueurs, comme l'Espagne le fait avec Rudy Fernandez aujourd'hui, Mmh. en se disant, bon, bah voilà, ça fait 20 ans que tel joueur vient systématiquement. Nando, encore une fois, on peut remonter même jusqu'en 2009 avec les missions vraiment galères quand l'équipe de France était qualifiée par rien du tout, pour rien du tout. Shai t'en avait parlé dans un papier dans notre MOOC Loser, là, sur cette fameuse équipe là, qui était passée par des phases de qualif avec Michel Gomez. Nando était un des joueurs émergents, certes, à l'époque, mais il a tout connu avec cette équipe. Moi, je trouve ça assez logique qu'il ait été sélectionné et maintenu dans le groupe. Ouais, bon, pareil, hein, je suis d'accord avec toi. Il y a d'autres questions sur les Jeux olympiques et l'équipe de France, enfin ou sur la méthode pour les Jeux olympiques, tu vas voir, on a une question de Rémi, par exemple, sur laquelle on peut enchaîner, qui nous dit, «Pensez-vous qu'on peut construire une équipe pour gagner les JO comme une équipe qui voudrait être championne NBA? Sinon, quel serait selon vous le profil d'équipe parfait, au niveau du profil des joueurs et des rotations?» Voilà, est-ce que, bah, Théo, selon toi, notamment, est-ce qu'on peut, façonner ou sélectionner, une équipe, sur une courte durée, comme une compétition olympique ou des championnats du monde, comme on le fait sur une saison, au long terme, au long cours, pardon, comme en NBA. Non, je pense pas en fait, parce que simplement il y a tellement peu de matchs en fait pour être Mmh. là un tournoi olympique, c'est extrêmement court. Le nombre de matchs à disputer, c'est quoi? C'est 6 pour être médaillé, un truc comme ça. Oui. C'est très très court. Donc non, je pense pas. Tu es obligé vraiment d'aller à l'essentiel, de prendre, de construire une équipe avec les éléments, je pense, dont tu es le plus sûr, tout en sachant effectivement que tout le monde ne va pas rentrer en jeu, quoi. Et que tu as 12 places, mais ça ne veut pas dire que tu vas avoir 12 joueurs au bout du compte. Et que tu en as peut-être deux qui participeront pas du tout à l'essentiel des matchs. Et ça, faut en avoir conscience, je pense, au moment où tu construis l'équipe. Et dans les discours que tu peux avoir avec les joueurs, je pense qu'encore plus que dans une saison, tu te dois d'être très clair en fait avec chacun des 12 joueurs qui sont pris, par rapport au rôle que tu imagines pouvoir leur donner, si tu veux pas avoir à gérer en plus des problèmes de gestion de groupe ou Mmh. d'ego ou simplement de déception si les choses n'ont pas été très clairement établies dès le départ. Alors que sur une saison, il y a des joueurs, enfin on le sait, encore plus sur une saison NBA où tu peux être 12e homme et finalement au gré des blessures être amené à jouer, gagner des minutes, et même après une fois que les titulaires ou du moins les joueurs qui étaient blessés reviennent, tu peux avoir déjà gagné ta place. Dans une compétition aussi courte, je pense pas que tu puisses vraiment penser comme ça. Non, c'est ça et puis, sur une saison, au long cours, il y a des tu peux encore, comment dire? Peaufiner des automatismes, te dire que tu commences doucement et là, on l'a vu, au début, on s'est pas forcément tout de suite inquiété au dernier mondial, mais rapidement, on a été hors course, à cause de défaites, de défaites précoces, alors que sur une saison au long cours,
tu peux commencer doucement, tu peux avoir des temps forts, des temps faibles. Là, sur une compétition internationale, il faut tout de suite être prêt. Et du coup, ça implique aussi de ne pas forcément prendre les mêmes joueurs que tu sélectionnerais sur une saison entière en termes de conditions physiques et de choses comme ça, peut-être même de profil de joueur, parce qu'ils nous demandaient le profil de joueur. Mais moi, je prendrais, ouais, c'est ça, dans l'idée, on parlait des joueurs expérimentés, mais des joueurs expérimentés qui ont déjà vécu des campagnes comme ça où tu dois être tout de suite au taquet et être performant. On peut mettre des jeunes dedans, évidemment, c'est pas la question, mais ouais, moi je pense aussi comme toi que c'est quand même très différent. Ouais, et puis il y a certaines sélections qui ont même par le passé fait le choix de ne pas prendre certains de leurs joueurs qui étaient peut-être Mhm. parmi les meilleurs, mais pour des raisons aussi de cohésion de groupe, parce que là, littéralement, tu vas vivre les uns sur les autres pendant presque 2 semaines et que ça n'a rien à voir avec ta vie de club. Je repense à l'Italie du début des années 2000 qui était repartie, notamment qui avait fait les Jeux Olympiques 2004 avec une équipe un petit peu de, alors je vais pas dire de mal aimé, mais effectivement ils avaient fait le Mhm. ménage au sein de la sélection. La Serbie l'a fait à plusieurs reprises, ça aussi, pour de décider de ne pas prendre certains des meilleurs éléments parce que il y avait des problèmes de compatibilité, d'humeur ou d'ego entre joueurs. Donc je pense que c'est vraiment très différent d'une saison en club. Ouais, je suis d'accord avec toi, évidemment. Euh, Petite question de. Allez, je vais prendre celle de. Tiens, c'est un message assez long et assez marrant parce que c'est en 2 temps, tu verras. Question de Sweet Charles et qui nous dit pour commencer, un start bench cut spécial pour Shai, sauf que tu verras que ça peut t'impliquer aussi, Théo. Parce que les rappeurs obscurs des années 2000, ça va 5 minutes. Alors, tu verras que c'est avec des artistes brésiliens. Il y a une question basket après, je te rassure, hein. Ok, Alors, il nous demande un start bench cut entre Jorge Benjor, Caetano Veloso et Tim Maya. Donc, alors, je vais commencer par répondre si tu veux. vas-y. Euh, alors, c'est pas mes artistes brésiliens préférés pour commencer, mais peu importe. Je starterai Caetano Veloso. Ensuite, je bencherai Tim Maya et je mettrai en dernier Jorge Benjor que je connais un peu moins. Mais par contre, ma franchise player, ce serait Elis Regina, qui est une intouchable pour moi, qui est fantastique. Je vous invite à découvrir musicalement, c'est assez incroyable. C'est vieux, hein, ça remonte à quelques années, mais voilà. Je sais pas si tu as un avis dessus, Théo, avant la question basket. Si, bah par contre, c'est quasiment un casse-tête insoluble, un peu. Alors, moi, personnellement, je mettrais Tim Maya dans mon 5 parce que j'adore la musique de Tim Maya. Ouais. Mais derrière, c'est forcément un sacrilège parce qu'en fait, Caetano Veloso et Jorge Ben, c'est des légendes vivantes de la musique brésilienne. Je vais rester sur mes préférences personnelles. Je pense que je mettrais Jorge Ben parce que j'ai vraiment un de ses albums qui est fantastique, moi, que j'adore. Mm. Donc je couperai Caetano Veloso, ce qui est, j'en ai bien conscience, un Dur, sacrilège hein. incroyable. Ok, c'est noté. Voilà pour le start bench cut, mais Sweet Charles avait une question basket comme après. Il nous dit: je sais que ma question va arriver en plein JO si vous la prenez, donc elle ne sera peut-être plus pertinente, mais je voudrais quand même vous demander ce que vous pensez des performances en équipe nationale des 3 superstars européennes que sont Nikola Jokic, Yanis Antetokounmpo et Luka Doncic, entre lesquels on peut faire un parallèle dans le sens où ils n'arrivent pas vraiment à y transposer leurs qualités invraisemblables. Est-ce que c'est parce que leur jeu est trop atypique et qu'il nécessite une préparation et une habitude pour leurs coéquipiers qui doivent forcément s'adapter? Par comparaison, SGA, autre énorme joueur non américain, semble plus adaptable à plein de systèmes de jeu et de coéquipiers. Ou bien est-ce que c'est juste qu'ils sont un peu seuls à être au très haut niveau dans leur équipe, ou une autre raison? Restez avec nous cet été, vous êtes d'excellents compagnons de chill au bord de la mer, au frais sous l'arbre ou dans le hamac. Bah déjà, merci pour tout ça et merci pour le start bench cut, là, il était vraiment cool. Ouais. J'adore cet exercice-là, c'est chouette. C'est une bonne question, je suis pas sûr. Enfin, j'ai l'impression que c'est pas tout à fait la même situation pour les trois Non. joueurs quand même. Je pense que Yanis est vraiment un cas à part. On en parlait avec Shai, je crois que c'était en off dans la semaine là, quand on discutait Ouais. entre nous, Shai. On se disait que voilà, Yanis a vraiment un. En fait, c'est un des meilleurs joueurs de la planète, mais son style de jeu est tellement spécifique et particulier. Je trouve que c'est sans doute des trois c'est le plus compliqué, je pense, des trois, de construire une équipe qui soit complémentaire de ses qualités et qui permette pas à l'adversaire de mettre sur place un plan de jeu. Alors je vais pas dire que c'est facile de stopper Yanis, mais en fait j'ai l'impression qu'avec Yanis tu peux plus facilement faire le choix de te dire soit on va tout concentrer sur Yanis et ça sera aux autres de scorer, soit on va couper tous les autres du jeu et de toute façon Yanis suffira pas à nous battre.
Alors que j'ai Ouais. l'impression qu'avec, que ce soit Nikola Jokic ou avec Luka Doncic, tu peux pas vraiment faire ce choix-là parce que leur qualité de tir, leur qualité de passe, leur vision du jeu font qu'ils rayonnent quand même toujours sur leur coéquipier. Là, certes, la Slovénie a pas réussi à se qualifier pour les Jeux Olympiques, mais par contre, c'est toujours une équipe dangereuse, je trouve, même au dernier championnat d'Europe. Tu vois, c'était. Voilà, ils sont sortis plus tôt que ce qu'ils auraient préféré, mais c'est une équipe qui est dangereuse. Et la Serbie, là, ce qui m'étonne pour la Serbie avec Nikola Jokic, moi, je l'avais jamais vu, je crois, aussi déterminé. Et tu sais, presque. Il a tellement l'air souvent affable et détaché, notamment en NBA, que là, avec la Serbie, tous les matchs, tu vois qu'il a le masque de guerrier dès le départ. Je le sens vraiment à fleur de peau, quoi. Parce qu'il y a une pression, en fait, je pense. Ouais, je dis pas qu'il a pas de pression en NBA, mais bon, maintenant, elle a un peu diminué avec le gain du titre de champion. Mais c'est parce qu'en Serbie, chaque fois qu'il a été là, ou en tout cas qu'il était un joueur majeur de l'équipe ou attendu comme la star de l'équipe, bah, la Serbie c'est pas là qu'elle a fait ses meilleures performances. Et dans le jeu, on retrouve pas le Jokic ouais, ultra dominant dans son style si particulier, comme on peut le voir en NBA. Donc, je pense qu'il y a quand même une certaine pression. Il est très attaché à la Serbie. Je veux dire, il attend à la moindre opportunité que la saison se termine pour s'éclipser dans son pays. Il va recevoir ses trophées de MVP en Serbie. Enfin, voilà, c'est quelqu'un qui aime son pays, je pense, et qui rêve d'y briller et qui a pour l'instant toujours eu quelques difficultés à s'exprimer aussi bien qu'il le fait en club. Pour Luka Doncic, j'ai l'impression que alors individuellement, il a quand même toujours été assez monstrueux avec la Slovénie, hein. Je me souviens pas de compétition où il soit passé vraiment à côté. Pour la Slovénie, j'ai plus l'impression qu'il y a aussi une histoire quand même de qualité de l'effectif autour. C'est assez Ouais. variable. Ça dépend des saisons, ça dépend de qui est naturalisé. Ils avaient fait Anthony Randolph l'année où il gagne l'Euro. C'est bon, le vivier slovène me paraît moins important. Donc il y a pour Doncic cet argument-là qui me paraît important d'avancer, c'est qu'il est très fort, mais parfois il est pas suffisant pour compenser la différence de niveau entre son équipe et l'équipe adverse. Et pour Yanis, bah, c'est exactement ce que tu as dit. Yanis aussi a une petite forme de pression parce que sur les compètes sur lesquelles il a joué, il a un peu tout connu. Quand il a commencé à émerger en NBA, il avait du mal à se faire une place avec la sélection grecque. Bah ouais, il y a je ne sais plus à quelle compète, il joue 8 ou 10 minutes par match alors qu'il était déjà très très émergent en NBA. Et sur sa dernière compète, ils font quart de finale, il est plutôt bon, mais ça n'a pas suffi à, à permettre aux Grecs d'aller au-delà des quarts de finale. Lui aussi a une forme de pression, je pense, surtout que là, il est porte-drapeau. Euh, ouais, et là, il représente vraiment la Grèce et je pense il a une forme de pression. On va voir ce que ça va donner, mais c'est tous les arguments en fait que tu as évoqués, Charles, se valent un peu pour les trois en fait, à différents degrés, entre le niveau des coéquipiers parfois, entre la pression, entre le style de jeu. C'est des joueurs avec un style de jeu très particulier, hein. On parlait de Jokic et Giannis, même Doncic, c'est quand même un style de jeu qui est pas toujours adaptable partout. Donc ouais, voilà, voilà pour ces trois-là. Alors, on n'aura pas Doncic, mais on va voir quand même Jokic et Yanis avec grand intérêt parce qu'ils ont tous les deux eu à chaque fois un peu de mal à être les monstres qu'ils sont en NBA avec leur sélection. Ouais, non, mais c'est exactement ça. Et pour la Slovénie, il faut rappeler que c'est un tout petit pays. Je vérifiais, là, Ah la oui, population, c'est 2 millions. Il y a 2 millions d'habitants en Slovénie. Donc, c'est déjà ouais. incroyable le niveau de cette équipe nationale. Et quand ils ont été champions d'Europe, la grande chance, c'est que tu avais Dragic qui était Mm. en plein. Voilà, c'était, je pense, la dernière année vraiment de son prime, qui avait été MVP de la Ouais. compétition d'ailleurs. Et effectivement, je pense que pour la Slovénie, il manque certainement un autre joueur vraiment d'impact pour aider Lucas. Ce serait intéressant de voir si ils arrivent à le trouver et à ce qu'il sorte des rangs du pays ou si ça sera par le biais d'une naturalisation comme tu en parlais à l'instant. Anthony Randolph qui avait été d'ailleurs excellent durant cet euro-là. Ouais, après, ils ont fait Mike Toby, bah, j'ai Qui pas était regardé bon ce qu'il d'ailleurs, avait fait les dernières sélections, qui était bon, mais ouais. voilà, c'est pas le même Pas le même, calibre que d'autres naturalisés. c'est clair. Dans la question précédente, on évoquait chez Alexander. Il y a une question de Maxime qui est justement sur le Canada, qui nous dit les JO arrivent et j'avais une question qui concerne le roster du Canada. Si les 12 joueurs présents étaient dans une équipe NBA, est-ce que vous les verriez capables de remporter le titre? Merci à vous et continuez de nous faire kiffer tous les jours, nous dit Maxime. Voilà. Alors, c'est une bonne question ça. Non, je pense que ça serait quand même trop juste Court. pour Ouais. gagner le titre. Par contre, tu as un duo de stars, t'as un backcourt d'élite, Ah ouais. clairement. Tu as des défenseurs à tous les postes, mais je pense que c'est un peu trop juste quand même pour gagner le titre. Ça manque de talent brut, un peu, en fait, j'ai l'impression. À l'intérieur, il y a des bons joueurs.
Mais ça ouais, ça manque ouais, d'intérieur peut-être avec suffisamment de talent, je dirais. Par contre, ça tanquerait pas, je pense. C'est-à-dire que si tu peux mettre Shai Gilgeous-Alexander, Jamal Murray, Lou Dort, alors là, il y a pas Andrew Wiggins, mais heu, les RJ Barrett et compagnie, tu peux faire une très, très belle équipe. J'ai du mal à la voir contender pour le titre quand on imagine en face, du Boston, du Denver, enfin, toutes les autres équipes possibles. Donc, je suis aussi de ton avis. Ce serait une très très belle équipe, mais je les pense pas, je les vois pas être capables d'être champion NBA. Ouais, t'as raison de parler du secteur intérieur parce que par exemple, il y a Dwight Powell que j'aime beaucoup par ailleurs, mais qui est Ouais. voilà, vraiment un joueur de rotation. Même au Mavs, il y a des coups, il joue même pas du tout, tu vois ce que je veux dire. Donc Ah oui, c'est vraiment le secteur, je pense, sur lequel ça pêcherait. Bon, à moins de faire revenir Anthony Bennett au poste 4, parce que de retour. C'est ça, c'est la clé, je pense, hein. Je pense que c'est la clé, exactement. hein. On enchaîne avec une question de Phil, qui a deux questions. Deux petites questions qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Merci à toute l'équipe qui tient bon pendant tout l'été pour nous abreuver de basket en tout temps et en tout lieu. Il nous dit: «Je viens de voir passer la dernière sortie raciste de Gilbert Arenas recensée par Shai dans un article. Question éditoriale pour vous, comment arbitre-t-on l'importance d'informer et la diffusion d'idées nauséabondes?» C'est une question journalistique générale en ces temps de racisme décomplexé. On a relativement de la chance en basket, qui est un sport assez progressiste, mais on finit par se dire que certains trolls comme Gilbert mériteraient juste qu'on leur coupe le micro et qu'on ne leur donne pas assez et qu'on ne leur donne pas de caisse de résonance. Voilà, qu'est-ce qu'on en pense de ça? Bah, c'est une super question parce que c'est littéralement la question qu'on s'est posée avec Shai Ouais. avant de faire le CQFR auquel il faisait référence. Euh, Moi, à titre personnel, par exemple, c'est vrai que je me sers peu de mes réseaux, enfin des réseaux sociaux à titre personnel, mais justement, je pars du principe que enfin, je partage pas justement ce type de propos. Moi, je peux être choqué à longueur de temps. Je vais donner un exemple très simple qui plaira à certains ou pas, mais quelqu'un comme Zemmour, en fait, jamais je ne reposte des propos de cette personne parce que je pense que c'est pas quelqu'un dont déjà dont les idées méritent d'être partagées, mais en plus pour moi c'est personne en fait, c'est quelqu'un qui a été monté de toutes pièces. Donc je veux surtout pas participer au fait de véhiculer ses propos, même si c'est pour m'indigner. Pour le coup de Gilbert Arenas, ce qu'on s'est dit avec Shai, et enfin, Mmh. tu pourras bien sûr me dire ce que tu en penses si tu as le même souvenir que moi, mais on s'est dit que c'était trop en fait, et que c'était trop injuste pour cette équipe du Soudan, en fait, de Ouais. laisser passer ça. On n'avait pas, tu vois, s'il y avait juste eu les propos de Paul Pierce, on serait pas revenu dessus en fait, parce que on serait dit, bon, c'est tellement stupide, on va pas voilà, en remettre une couche. Par contre, Gilbert Arenas, pour moi, c'était vraiment aller trop loin. Et encore une fois, je veux dire, enfin, t'as pas besoin d'être un intellectuel ou de suivre l'actualité internationale à fond pour savoir ce qui se passe au Soudan du Sud, ou ne serait-ce qu'en surface, et percevoir que encore une fois, ce pays et ses joueurs méritent pas en fait que la seule chose qui ressorte après un match dans lequel ils ont failli battre ce qui est considéré globalement comme la meilleure équipe du monde, ils méritent pas que ça soit ça en fait le retour qui est autour de leur performance. Donc c'est pour ça qu'avec Shai, on a décidé vraiment, bah voilà, pour le coup, bah, voilà, de se faire entendre, parce que ouais, mais c'est vraiment compliqué parce qu'en fait, sinon tu te dis bon bah on passe ça sous le silence, on laisse, c'est juste une absurdité comme une autre. Et il y a un moment, on a bien conscience que venant de France, ça aura pas l'impact que ça mériterait. Et moi, je suis très déçu du fait que on voit bien qu'aux États-Unis, ça a eu aucun intérêt, aucune résonance, quelle qu'elle soit. Il n'y a pas du tout de bad buzz aux États-Unis, mais c'est des propos honteux. Et voilà, parfois il faut quand même hausser le ton, comme on l'a fait et comme on s'interdit jamais de le faire, et comme on s'interdira pas de le faire. Et j'en profite, je fais une petite aparté, mais parce que heureusement c'est assez rare, mais je peux vous garantir qu'on reçoit quand même régulièrement des mails ou des messages de gens qui nous demandent, comme aux basketteurs on leur demande de se contenter de dribbler, nous on nous demande de nous contenter comment dire, de parler de l'actualité sportive. Nous on est journalistes, on se refusera jamais le droit d'utiliser notre voix si on sent qu'on en a le besoin, l'envie, ou même parfois le devoir. Bah, qui plus est quand c'est lié au basket, parce que moi, ce que j'allais dire, c'est que je trouve important de dénoncer ou de mettre en lumière, de critiquer quand
il y a un danger que ça puisse passer, que ça puisse être véhiculé. Pour Gilbert Arenas, donc on est dans notre registre, le basket quand même, là on pourra pas nous dire vous sortez du basket et tout ça. Il y a des gens, je pense, et j'en connais, qui vont voir le truc de Gilbert Arenas, qui est quelqu'un qui s'exprime bien, qui peut être drôle par ailleurs, comme plein de gens qui ont aussi des idées dangereuses, et qui vont écouter Gilbert Arenas ou lire Gilbert Arenas et se dire ah c'est drôle, il a raison, alors qu'il véhicule des clichés foncièrement racistes, euh, xénophobes et tout ce que tu veux. On avait d'ailleurs dénoncé quand Gilbert Arenas et d'autres dans son émission avaient réclamé que les Européens, sous-entendu les Blancs, n'aient plus accès à la NBA parce qu'ils ont changé l'identité du jeu. Voilà, et ça marche évidemment dans les autres sens quand il y a du racisme qui est le plus commun envers les Noirs, les Afro-Américains dans le paysage américain. Je pense que quand il y a danger que ce soit pas pris pour quelque chose de sérieux, notamment là, comme c'est le cas avec Arenas, ça mérite encore plus qu'on prévienne du danger, quoi, je trouve, parce que c'est sous couvert d'humour. Il a voulu faire de l'humour, hein. Il présente le truc en les décrivant, en les montrant en train de tirer des sarbacanes et tout ça. Je trouve que ça véhicule des choses, des choses qui sont dangereuses parce que, et puis surtout racistes. Et je l'avais commenté sur YouTube parce qu'on nous avait dit, oh, c'est pas grand chose et tout. Et puis moi, j'avais dit, bah, c'est comme ce qu'il avait dit sur les femmes et l'intérêt pour elles de, jouer, de faire du sport sans être dans une tenue sexy. Bah, c'est pareil, ça véhicule des trucs sous couvert d'humour, ça véhicule une image très, très réductrice de la femme et de la valeur des femmes dans le sport. Donc, moi, quand ça touche au basket et tout ça, et qu'il y a risque que ce soit pris comme quelque chose de drôle ou de léger, non, moi, ça me convient pas. Donc, pareil, on s'interdira jamais de revenir là-dessus et de critiquer. Il y a des choses sur lesquelles, évidemment, on n'a pas besoin de revenir dessus parce qu'on n'aura pas d'impact. Tu parlais de politique comme avec Zemmour et tout ça. Voilà, là, nous, surtout quand c'est sur le basket, je pense qu'on a vocation à le faire et on l'a toujours fait de toute façon à l'écrit. Si vous regardez des articles pendant la période Black Lives Matter, on en avait fait pas mal. Antoine avait fait un superbe édito après la mort de George Floyd. On avait eu des mails très très désagréables aussi, hein, on va pas s'en C'est clair. cacher. Bon, donc il y aura toujours ça, mais voilà, faut s'attendre à ce que quand il y a quelque chose de cet ordre-là, on continue de s'exprimer à ce sujet, voilà. Il y avait donc pour notre ami Phil une deuxième question plus légère, il le précise lui-même. Alors que c'est l'été et que le soleil chauffe le bitume, pardon, non, c'est pas vrai, il fait moche et t'es pourri. Shai précise souvent qu'il est piètre basketteur, mais Antoine et Théo évoquent parfois leur expérience de joueur sans préciser leur style de jeu ni leur poste. Perso, je vois Théo comme un poste 4 avec les coudes écartés et incisifs et une détente, disons, anecdotique. Disons un genre de Stéphane Ostrovski pour les plus jeunes. J'ima- c'est- J'imagine Antoine comme un meneur un peu nerveux qui distribue le jeu et shoot avec une adresse parfois aléatoire, partons sur une espèce de Laurent Ciara à l'accent moins méridional. Disons pour finir que Shai, c'est Carlton dans Le Prince de Bel-Air. Ok, j'arrête avec les rêves de vieux. Mais la vérité, c'est que je n'en sais rien. Alors, la question que je me pose, Antoine versus Théo en 1 contre 1, ça donnerait quoi? Et ben le truc, c'est que j'ai aucun élément de réponse, même si je pense qu'il n'y a, y a pas de raison que Antoine ne me batte pas, mais j'ai jamais joué au basket avec Antoine au bout du compte. Je crois qu'il n'y a que Guillaume chez nous qui a eu ce plaisir. Donc je sais pas. Je serais même bien embêté pour décrire le style de jeu d'Antoine. J'ai cru comprendre que c'était plutôt un 2-3, voilà, plutôt un ailier. C'est un Moi, je suis pas un poste 4 en tout 3 cas. hein. Il peut jouer meneur, mais C'est ça. c'est un 3 Antoine Pimel. Moi, je l'ai vu sur des vidéos jouer, parce qu'il m'avait montré des trucs qu'il avait fait. Mais par contre, j'ai joué au foot avec Antoine Pimel, marathon man, il s'arrête jamais de courir. Donc j'imagine que son style de jeu au basket se retranscrit de cette manière-là. Mais on organisera un contrat un jour pour pouvoir vous répondre plus précisément. En tout cas, les comparaisons étaient amusantes. Ouais. Théo en Stéphane Ostrovski, j'étais pas prêt. Non, c'est c'est clair. En gros, il me traite de trou noir, quoi, parce que Stefan Ostrovski qui a continué à mettre des matchs à plus de 20 points alors qu'il avait 40 ans et 40 ans passés. Par contre, c'était pas. C'est un petit peu ce qu'on appelle un trou noir, quoi. La balle rentrait, mais elle Ouais, ressortait rarement, quoi. c'est ça. Moi, je l'ai vu jouer en Pro B, il avait 40 ans, je crois, hein, Ouais, ouais. sur un match contre Saint-Quentin à l'époque. Ouais, il mettait encore ses paniers, Ostrovski. Je pense Ouais, il a dû rester meilleur marqueur d'Antibes jusqu'à la fin, hein, quand ils étaient en Pro B. Je pense que c'était encore lui le meilleur marqueur. Enfin, c'est jusqu'à la très fin de sa possible. carrière à lui, bien sûr. C'est très, très possible, ouais. C'est grand nom quand même du basket français de cette Bah, c'est époque-là, clair, et voilà, bien sûr. international. Voilà. On enchaîne avec une question d'Arthur qui nous dit: Je réitère à chaque fois mes remerciements pour votre contenu, mais encore plus cette semaine avec l'interview d'Ousmane Dieng d'OKC, l'équipe dont je suis fan depuis petit.
J'ai quelques questions, sur l'équipe à vous poser, sur l'équipe d'OKC donc. Alors, pensez-vous que Ousmane Dieng parvienne à s'imposer dans le roster l'an prochain s'il est épargné par les blessures? J'apprécie le gars et le joueur qui est extrêmement solide en G-League, mais n'a eu que des miettes en NBA. Pensez-vous que cela va changer alors que l'équipe est maintenant un contender assumé ou ne peut plus se cacher? Et on passera à la question, à l'autre question après parce qu'elle est un peu différente. C'est toujours sur OKC, mais elle est un peu différente. Qu'est-ce que tu penses d'Ousmane? Est-ce que, par rapport à l'interview qui est toujours disponible d'ailleurs, que Maxime avait réalisé, est-ce que tu vois un avenir pour Ousmane Dieng à Oklahoma City, Théo, toi? C'est compliqué parce que sur le talent, en fait, j'ai envie de dire oui. Et ce qui est dur, c'est la situation en fait d'Oklahoma avec beaucoup de joueurs de talent et des objectifs à court terme maintenant qui sont clairement établis. Euh, Moi, honnêtement, Ousmane, je le connaissais pas. En fait, j'avais jamais eu l'occasion de parler avec lui. Donc, j'ai assisté à l'interview qu'a faite Maxime là, parce que c'est moi qui l'ai enregistré pour que vous sachiez un petit peu comment ça se passe en coulisses. Mais j'ai été quand même, j'ai beaucoup aimé en fait son assurance. Mmh. Je pense qu'effectivement le club, enfin en tout cas la franchise, compte sur lui. C'est pas un hasard, je pense qu'ici, voilà, il a fait vraiment des belles performances en G-League, des allers-retours avec l'équipe du Thunder. Il était dans le roster encore jusqu'à la fin, en fait. Après Ouais. sa saison de G-League, il était revenu au Thunder. Donc je pense que l'équipe mise sur lui. La question, c'est la question des opportunités, en fait. Est-ce qu'il aura suffisamment d'opportunités pour rentrer sur le terrain? Là, ça va être sa troisième saison. Je pense que si, vu comment OKC a opéré avec ces jeunes par le passé, je pense que s'il est encore dans le roster, c'est pas par hasard quand même et que vraiment ils sont intrigués par son potentiel. Il est encore tout jeune, il a vraiment des outils en fait pour pouvoir se faire une place dans cette ligue. Ça va être une question d'opportunité. Vraiment, je sais pas comment ça va se passer l'an Ouais. prochain, mais s'il y a une blessure, un joueur qui est en méforme, qui doit avoir sa chance, ça sera un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure. Faudra qu'il soit capable de la saisir et de plus la lâcher. Et là, on verra. Mais c'est vrai que cette saison, ça va pas être simple, C'est ce que je me je dis pense. aussi parce que c'est un peu son malheur, c'est d'être tombé dans une équipe aussi, ambitieuse. Par contre, la chance, c'est que Marc Daigneault est le coach de cette équipe et que c'est quand même à la base un spécialiste du développement, un gars qui a coaché longtemps en G-League et qui sait la valeur que peuvent avoir des joueurs qui, passent la majorité de leur temps en G-League. Et je sais, il l'a dit plusieurs fois, qu'il a beaucoup d'estime pour Ousmane Dieng et à mon avis, que ce soit cette saison ou sur la suivante, parce que heureusement Ousmane est encore jeune, j'ai l'impression qu'à un moment, il y aura l'opportunité, d'enchaîner des matchs, de prendre un rôle, s'il y a un trade, s'il y a une blessure et que là, c'est là qu'il faudra vraiment pas se rater parce qu'en NBA, on n'a parfois pas, de deuxième chance. Donc sur le talent, sur la panoplie, parce que c'est un joueur très, très polyvalent, je pense qu'il a tout et il va encore progresser. Sur les opportunités, bah, ça dépendra un peu de sa propre patience et de sa capacité à être bon quand l'occasion, sera à saisir à mon avis. Ouais, d'autant que ce qui est vrai, ce qui peut être à son avantage, c'est que OKC pourra pas garder tous ses joueurs en fait. Il y a un moment, Mmh. ils vont se retrouver dans l'obligation de se séparer de joueurs établis et talentueux en fait parce que simplement ils pourront pas se permettre financièrement de les conserver tous. Et on a bien vu, regarde, si tu regardes encore une fois le modèle sur lequel Dallas a pu aller jusqu'en finale NBA, ils sont allés en finale NBA en ayant deux stars, et derrière en fait beaucoup de joueurs en fait qui avaient été sous-évalués, sous-cotés, ou à qui que les Mavericks ont su exploiter de manière à pouvoir être performants, mais qui étaient sur des contrats relativement, comment dire, relativement corrects. Mmh. Et ça peut être effectivement une chance pour Ousmane, une chance à saisir. Mais comme tu le dis très justement, Shai sera peut-être plus sur la saison d'après que sur celle-ci qui vient, où là encore, il n'y a pas. Enfin, OKC, il ne sera pas encore dans le rouge cette saison. C'est ce que je me dis aussi, ouais. Il enchaîne avec une petite question, du coup, toujours sur OKC. Question all-time. Quel joueur est pour vous le GOAT de la franchise? J'ai l'impression qu'entre les analystes et les fans, il y a divergence. Me situant entre les deux, je suis étudiant en journalisme. J'arrive bientôt dans l'équipe BS, je l'espère. Je suis entre deux eaux. Donc j'imagine qu'Arthur parle de Kevin Durant ou Russell Westbrook s'il y a divergence. À mon avis, on ne parle pas de Seattle parce que sinon la, Bah, la c'est ce que question j'allais c'est plus demander. compliqué. Ouais. Je pense que c'est vraiment sur le Thunder parce qu'il a commencé à suivre la franchise à partir du moment où elle était à OKC. Donc on va s'épargner les mots de tête et, et rester sur OKC à mon avis. Je pense que ça se joue de toute façon entre KD et Westbrook. Et effectivement, il y en a qui valorisent le niveau intrinsèque et les accomplissements euh, ou les accomplissements faits à OKC. Et là, auquel cas, c'est deux trucs différents parce que Kevin Durant est le meilleur joueur passé par OKC et qui a évolué sur le long terme. Et Westbrook, bah, c'est celui qui est resté dans un premier temps après le départ de Durant. C'est celui qui a été MVP avec le Thunder
Et je pense que les gens sur le plan local estiment peut-être plus ça que ce qu'a fait Kevin Durant. Ça reste à discuter. Moi, je n'ai pas vraiment d'opinion arrêtée parce qu'il y a le talent brut et beaucoup de talent aussi, mais plus les accomplissements et un peu plus de longévité. Ouais, c'est dur parce que KD aussi a été MVP avec le Thunder. Oui, bah oui, c'est vrai, ouais, je dis ça, mais Ouais. La question, c'est de savoir si ça. Enfin, là, il est trop tôt pour le savoir, mais est-ce que ça peut pas devenir Shai Gilgeous-Alexander? Parce qu'en fait, ouais. s'il reste au club et qu'il arrive à. Enfin, j'imagine il faut qu'il fasse une finale ou au moins qu'il ait un Mm. titre de MVP ou simplement qu'il reste très longtemps dans cette équipe, ça sera peut-être lui. Entre Westbrook et KD, c'est vraiment dur à dire. Je Mm. pense qu'effectivement, si vraiment on parle du OKC Thunder, donc on parle pas du tout de Oui, la franchise qui était à la base les Seattle Supersonics. euh, je pense que effectivement le plus fort c'est KD mais celui qui est resté le plus longtemps, non, c'est ce que tu as dit, celui qui est resté le plus longtemps c'est Westbrook. Je continue de regretter que Westbrook soit pas resté, je continue de regretter que les deux soient pas restés au bah oui. Thunder déjà dans un premier temps, les trois si je rajoute mon gars Steven Adams, mais que Westbrook soit pas resté ouais plus longtemps quoi. Une fois que KD était parti, il avait les clés pour devenir justement cette espèce de légende locale, et c'est ça qui est un peu triste, c'est quand tu pars, tu sais ce que tu quittes, c'est pas forcément ce que tu retrouves, et tu passes d'avoir peut-être eu l'opportunité de faire, peut-être pas toute ta carrière, mais l'essentiel de ta carrière dans le club qui t'a drafté et Ouais. d'être une légende à tout jamais, et te retrouver à passer d'un club à l'autre, c'est un peu triste, quoi. Par contre, j'ai J'ai pas l'impression du que tout tranché, hein. si ouais, moi non plus, mais si alors je vais trancher, mais sur un autre intitulé. Je pense que le joueur le plus emblématique d'OKC en fait, quand je réfléchis et que je me dis, hem, Kevin Durant, je le vois comment et Russell Westbrook, je le vois comment? Westbrook, je le vois avec un maillot d'OKC, même ce qu'il a fait si ce qu'il a fait après est très honorable, je vois Westbrook avec un maillot d'OKC, je vois sa saison MVP avec OKC, je vois les triples doubles, avec OKC. Kevin Durant, il a été MVP avec OKC, ça a été le meilleur joueur techniquement de l'équipe, mais il a gagné 2 titres après avec les Warriors, il était 2 fois MVP des finales. Donc pour le joueur le plus emblématique, celui qui est resté, qui a essayé de rester un peu au moins, je vais quand même le donner à Russell Westbrook, je pense. Voilà. Mais bon, voilà, c'est pas, ça répond peut-être pas à la question sur le GOAT de la franchise. Ouais, et puis il est parti en bien meilleurs termes. Je veux dire, quand il Oui, a bah demandé oui. à partir, même les gens sur place comprenaient pourquoi il était Ouais, parti, alors que Kedy avait quand même beaucoup de ressenti après son départ. ouais, c'est ça. Question de Martin, entre guillemets, le jeune belge, comme il se décrit. Merci à tout le monde pour les CQFR qui font toujours du bien écouter. J'ai 2 questions. Que pensez-vous de l'équipe des Knicks pour la saison prochaine? Quel 5 de départ voyez-vous à New York s'il n'y a plus de changement de l'effectif à partir de maintenant? Et après, c'est une question un peu, c'est quasiment du start bench cut, je te la poserai après. Mais d'abord, concentrons-nous sur les Knicks dont on a parlé un peu dans le CQFR d'hier avec la prolongation de Tom Thibodeau. Le recrutement semble quasiment terminé, même si je pense qu'il y aura peut-être encore un petit recrutement à l'intérieur. Qu'est-ce que tu vois quoi comme plafond pour ces Knicks la saison prochaine et éventuellement quel 5 de départ? Alors déjà, moi je suis hyper enthousiaste pour cette équipe de New York pour la saison prochaine. Je pense vraiment que ça va être une belle équipe qui peuvent aller loin. Je pense que le plafond, alors je sais pas si c'est le plafond, mais je pense que l'objectif c'est au moins finale de conférence. Hmm. Voilà, je pense que cette équipe a les armes potentiellement pour atteindre ce niveau. Aller au-delà, après c'est toujours plus compliqué, hein, de viser directement la finale. Je me permets de jeter un coup d'œil quand même au roster pour Ouais, pas oublier de joueurs, parce qu'on nous pose la question du 5 de départ. Euh, je pense qu'il y aura bien entendu donc Jalen Brunson, Michael Bridges sont indiscutables. Je dirais Julius Randle à l'intérieur. Tac Anunoby tac peut-être? tac. Peut-être Ouais, OG Anunoby. Anunoby, je Bah, pense. ouais, c'est quand même la question, parce que est-ce que tu peux. Alors oui, tu peux, hein, de toute façon, faire jouer Anunoby et Julius Randle côte à côte. Dans ce cas-là, tu fais quoi? Tu mets Anunoby en 3, Julius Randle en Ouais, 4, c'est ça? ouais, je Avec pense, je pense que Mitchell c'est faisable. Robinson en 5. Ouais, J'imagine que je ça va pense être que ça, c'est hein. ça, ouais, ouais. Et puis, Ouais. il reste après l'intérieur à trouver. A priori, ce serait Mitchell Robinson s'il revient de blessure, mais C'est ce que je disais, Euh, ouais. Ouais. la question, elle me semble, c'est plus sur peut-être la manière dont seront utilisés Di Vincenzo et Josh Hart, qui sont très importants pour Tom Thibodeau, qui ont été très importants dans le parcours l'année dernière, et pour lesquels la présence d'Anunoby là, et l'arrivée de Michael Bridges change peut-être la donne. Peut-être pas en termes de temps de jeu pur, mais sur le 5 de départ à proprement parler, c'est ça peut être l'hésitation. Et puis peut-être que la situation de Randle va évoluer aussi. Peut-être qu'ils vont déterminer que ça reste un atout pour un trade et qu'ils vont le trader, mais j'ai pas l'impression qu'il soit parti là-dessus.
Ouais, à voir effectivement. Moi, j'aime beaucoup vraiment Anunoby en 4 en fait. C'est quand même là, Mmh. je pense que je le préfère comme où je le trouve le plus impactant. Donc à voir. Mais tu l'as dit, il faut que New York se renforce à l'intérieur. Pas parce que Mitchell Robinson n'est pas un bon joueur, hein, c'est un très bon joueur, mais il est tellement souvent Il est tout le blessé temps que tu peux blessé. Ouais. pas partir en disant que ça va être ton big man sur qui tu vas pouvoir te reposer toute l'année. C'est vraiment un gros coup dur quand même le départ d'Hartenstein. Je pense qu'il était tellement polyvalent, je pense que ça va pas être si simple que ça de le remplacer. Il y a Precious Achua aussi, c'est vrai, dans le roster qui peut jouer aussi à l'intérieur sur ce poste 3-4. En fait, ils ont plein de joueurs qui peuvent jouer sur les postes 3-4. Il leur manque un protecteur de cercle, en fait, en plus de Mitchell Robinson pour des aspects défensifs. Il y a beaucoup de polyvalence dans cette équipe. On a vu hein, que ce soit DiVincenzo ou Josh Hart peuvent jouer à plein de postes différents. Donc ça, c'est un gros luxe. Euh, ouais, c'est vraiment ce poste de pivot, en fait, Ouais. de 5, de protecteur de cercle. Surtout que Va j'allais te le falloir que New préciser. York... J'allais ouais. te le préciser, mais Precious Achiuwa est free agent, ils l'ont pas signé pour l'instant Ah en bah tout tu cas. vois, ok, moi je Donc dis il est des peut-être même bêtises pas alors. Ouais, encore. Je suis allé vérifier, hein, je le sais, j'étais ouais. pas sûr non plus. Donc ouais, c'est pour ça que le recrutement là, tu nous disais Martin que le recrutement était sans doute terminé, mais je pense vraiment qu'à l'intérieur, que ce soit vraiment un gros poisson et dans ce cas tu peux utiliser Randle voire d'autres joueurs pour le faire venir, soit un free agent, ils vont recruter à l'intérieur et ça va changer quand même des choses parce que même si on parle de l'importance moindre des pivots dans la NBA moderne, ça reste quand même ça reste très important. Donc je pense que ça va bouger, mais plus qu'au-delà du 5 de départ, on connaît les hommes de base et on connaît les hommes qui vont tout faire pour les emmener en finale de conférence. Ça fait 24 ans qu'ils ne sont pas allés en finale de conférence. Je pense que c'est clairement l'objectif, comme tu l'as dit. Donc en termes de plafond, moi aussi, je vois peut-être une finale de conférence. Et les hommes clés, c'est ceux que tu as dit, c'est Bronson, Bridges, Josh Hart, évidemment, Anunoby, dont on espère qu'il ne sera pas aussi blessé que sur son premier passage là à New York. DiVincenzo, Mitchell Robinson, pareil, en espérant les problèmes de blessure en moins, et Julius Randle, qui est un peu l'interrogation pour moi au niveau de l'utilisation et de son importance dans l'équipe. Il y a quelques rookies aussi, mais bon, c'est une équipe coachée par Tom Thibodeau, donc les rookies passeront logiquement derrière Miles McBride et quelques autres qui sont là. Même ton gars Cameron Payne risque de ne pas beaucoup jouer. Non, 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 retire ça tout Précisons, de voilà. suite. Voilà, précisons Retire que ça c'est tout de une suite. boutade. Voilà. Non, on espère que pas comme Dadier pourra gratter des Ouais. minutes par-ci par-là, mais effectivement, avec Tom Thibodeau, c'est jamais Je simple. compterai pas trop là-dessus pour pas comme Dadia qui va, à mon avis, découvrir la G-League cette année. Martin donc avait une deuxième question qui n'a rien à voir. Autour de quel joueur voudriez-vous construire une équipe pour gagner le plus de titres entre... Alors, j'imagine que c'est prime pour chacun, hein, évidemment, parce qu'ils Ok. n'ont pas évolué en même temps dans la ligue, ou très peu. Euh, Entre Kobe Bryant, Michael Jordan et LeBron James. C'est pas simple, hein, mais Bah moi, je vais prendre Jordan, hein. ouais. C'est pas si compliqué que ça, en fait, comme question pour moi. Pour gagner le plus de championnats, oui, parce que il a jamais perdu de finale. Il a fait partie de deux équipes qui ont fait le tripit. Du coup, j'aurais tendance à dire ça. Après, LeBron en, en base d'une équipe, c'est quand même pratique parce que Tu il a fais le les côté finales systématiquement, playmaker. regarde. Ouais, tu fais quand même tout le C'est temps les finales. c'est quasiment le. Non, non, mais j'ai dit Jordan direct et je reste sur ma réponse, mais effectivement, je pense que c'est LeBron. Il a bien prouvé en fait. Tu passes de Cleveland à Miami, de Miami à Cleveland, de Cleveland aux Lakers. Bah, tu joues une finale quasiment. T'as la garantie de jouer une finale avec ce mec-là. Donc c'est pour bâtir c'est la définition du franchise player. C'est ça. C'est pour ça que je pense que je prendrais peut-être LeBron. Après, ça ne veut pas du tout dire que je considère qu'il est plus fort que Jordan, hein. Si vous m'avez déjà entendu sur mes hypothétiques classements du GOAT, vous savez ce qu'il en est. Par contre, je pense que Kobe est un cran derrière sur ce côté, peut-être franchise player pour gagner des titres, parce que il a d'abord été un numéro 2. En fait, les autres n'ont jamais été des numéros 2. Même à 40 ans, LeBron n'est toujours pas un numéro 2. Donc voilà, s'il faut choisir sur la construction, je prendrais plus peut-être LeBron en 1 pour le côté on va tout le temps en finale et c'est un joueur plus complet globalement peut-être. Jordan en 2 et Kobe en 3 pour construire une équipe pour gagner le championnat, pour gagner le plus de championnats. On enchaîne avec une question de... On va prendre la question de Simon. Simon qui nous dit « Salut l'équipe, merci pour vos contenus qui sont toujours aussi cool. Sur mon vélo pour aller au taf, vos douces voix m'empêchent d'entendre les autres véhicules. Entre parenthèses, en vrai, c'est peut-être un peu dangereux. » Oui, c'est Effectivement. clair. C'est ce que j'allais dire. Effectivement. Voici mes questions. Alors,
Team USA semble vraiment être une équipe au-dessus du lot sur la planète basket, mais que se passerait-il si on les opposait aux Boston Celtics de ces derniers playoffs? Oui, je sais, il y a des joueurs qui se retrouveraient dans les deux équipes, mais exceptionnellement, pour trouver une réponse à cette question, le clonage serait autorisé afin qu'ils jouent dans les deux équipes à la fois. Bon courage pour la couverture des JO. En même temps, ça va vous changer de pouvoir regarder des matchs en plein jour. C'est pas faux. Alors, si on fait un Team USA actuel là, contre les Celtics, donc en reprenant Jason Tatum et Jrue Holiday qui serait autorisé à jouer des deux côtés du terrain. Est-ce que les Celtics seraient Derrick suffisamment... White aussi. Et Derrick White, j'ai pas pensé à Derrick White, bien vu. Et Jalen Brown. Ah non, pardon. Est-ce que les Celtics auraient une chance? Parce que du coup, eux, ils auraient Porzingis et d'autres joueurs américains qui ne sont pas là. Est-ce que tu leur vois une chance de battre cette équipe de Team USA? Non, pas sur une série en 7 Moi non manches. plus. Non, honnêtement, autant, tu sais, à chaque fois, c'est moi qui suis pas le plus sceptique, mais qui ai le plus tendance à dire que je pense qu'en compétition internationale, Mhm. il y a plus de garantie, en fait, d'être champion. Voilà, que Team USA peut se faire surprendre sur un match. Par contre, si c'est sur une série en 7 manches, sur une série enfin, 4 matchs gagnants, Mhm. non. Team USA, je vois pas quelle équipe peut battre Team USA 4 fois de suite dans une série en 7 manches. Il y a un seul détail, enfin une question que je me pose, c'est que les Celtics, leur gros avantage, c'est qu'ils se connaissent parfaitement. Collectivement, ils ont joué 82 matchs ensemble. Il faudrait, pour qu'il y ait suspense, que cette équipe de Team USA n'ait pas eu de préparation du tout ensemble et qu'on les jette comme ça dans une compète ou dans une série de playoffs à haute intensité. Donc oui, sur la qualité des joueurs, ça fait pas de doute, je pense, mais ouais, il faudrait un peu de préparation ensemble, parce que là, même là, on voit sur la préparation, ils gagnent des matchs, mais ça cherche encore un peu les meilleurs line-up et tout ça. Donc, ce serait vraiment les 5% de doute raisonnable, tu vois. Non, mais ça, par contre, c'est une vraie question parce que ça voudrait dire que tous les joueurs acceptent leur rôle dans cette équipe de Team Mhm. USA et que, par exemple, si t'es Tyrese Haliburton, bah, t'acceptes peut-être de jouer 15 minutes, peut-être d'en jouer 25 ou peut-être d'en jouer 2 en fait. Ouais. Et ça, on sait que c'est jamais simple. Mais effectivement, je pense que voilà, tu mets le doigt sur la vraie limite potentielle, mais sinon, non, je pense que c'est Team USA. Ouais. Bon, très bien. Petit quiz très rapidement. C'est 3 questions, si je ne dis pas de bêtises, pour te tester, parce que du coup, moi, j'ai les réponses sous les yeux, mais je trouvais ça intéressant. C'est Greg qui nous envoie ça. Il nous dit... Alors, bon, c'est un peu lié au JO et depuis 92, ça concerne des joueurs de 1992. Alors, première question. Depuis 1992, Théo, est-ce que tu es capable de citer les 9 joueurs qui ont marqué plus de 25 points contre Team USA au JO? Est-ce que tu es capable d'en citer quelques-uns? Alors, la plupart Alors, sont très connus, mais voilà. depuis 92. Depuis 92, il y a Wow. 9 joueurs qui ont marqué 25 points au plus contre une équipe olympique de Team USA. Ok, alors vas-y, je tente ma chance. Ouais. Je vais partir pour les plus vieux. Je vais tenter avec Oscar Schmidt, mais je sais pas s'il l'a Oscar fait depuis Schmidt, 92. Ouais. 26 points en 1996, effectivement. Ok, T'en as un. depuis 92. Euh, Attends, Tony Parker a pas tant joué que ça, Non. Team USA. Pau Gasol. Pau Gasol a mis 29 points en 2004 contre Team USA au JO. Bravo. Je me demande, je sais plus combien Sophocles Skortianitis a mis à Coupe du Monde. Est-ce qu'il est Non, dedans? il n'est pas Il est dedans. pas dedans. Alors, il est pas Ça aurait dedans. pu. Il faut que j'en cite combien? Faut que j'en trouve combien? Oh, il y en a C'est 9, mais si tu as des idées comme ça, mais c'est plus à titre informatif parce que c'est Manu intéressant. Ginobili. Manu Ginobili, 29 points en 2004 aussi contre Team USA. C'est plus de 25, c'est ça la question? Ouais, 25 ou plus. Le plus bas, c'était 26, ouais. Ok. Est-ce que Dejan Bodiroga est dedans? Non. Parmi les joueurs Euh, connus. Après, il y a encore ouais. 1, 2, 3, 4 joueurs connus, voire très connus, et d'autres où c'est quand même plus compliqué de trouver, quoi. Gourovic? Non? Non. Il n'y a Non, pas toujours, ok. de, il y a pas de Serbe. Ok, Il y a pas de Serbe dans la liste. ok, je me demandais s'il y en avait de. Allez, je vais dire Dirk Nowitzki. Je sais pas s'ils ont joué Team Non, USA. Non, non plus. je tente ma chance un peu au pif. Ah, Marc alors, Gasol. il n'y a pas Marc Gasol, il y a 2 joueurs de cette liste qui disputent les Jeux Olympiques actuellement, qui sont en tout cas présents avec leur sélection. Rudy Fernandez en a mis 25? Non, Non? Ah, ben disons que je suis pas si bon que ça. Hein. Peut-être Evan Fournier? il y a un Français, Evan Fournier, Ouais, 28 points en ok. 2020 Ok. au JO, et il y a usual suspect des compétitions internationales avec son pays. Ah, Mais, Dennis Schroeder? non, Non.
Quelqu'un Damn. qui vraiment, je dis à chaque fois en sélection, c'est Michael Jordan. Ah bah oui, oui, Patty Mills, bien sûr. C'est Patty Mills. Patty Il a Mills, fait ouais. 2 fois Patty Mills. Ouais. Il a fait 26 points en 2012 et 30 points en 2016. Alors pour les autres, donc tu avais cité un Espagnol, mais il y a Ricky Rubio, qui avait mis 38 points en 2020 contre Team USA. Il a été énorme sur cette compétition. Exceptionnel. Il était Après devenu sinon scoreur. J'ai pas ouais, compris d'ailleurs que. Enfin bref, ah incroyable. ouais, incroyable. On a, ensuite Jasikevičius Ah qui oui, avait mis, en 2000. 27 points en 2000 et une deuxième fois 28 Ouais. points en 2004 contre Team USA. On avait, Ike Diogu, 27 points contre Team USA en 2012 avec le Nigeria. Et je crois que c'est à peu près non, il y a un Argentin aussi, Juan Espil. D'accord, Attends, ok. c'est ça, hein, Juan Je vois pas. Espil je regarde l'année, Juan Espil l'a fait en 1996, 27 points. Ok. Donc voilà les 9 joueurs, Oscar Schmidt, Pau Gasol, Juan Espil, Jasikevičius, Ginobili, Diogu, Mills, Fournier et Rubio. Bravo quand même, tu en as trouvé quelques-uns. Je ne sais pas si j'en aurais trouvé autant de tête. Donc voilà pour les joueurs qui ont mis plus de 25 points contre Team USA. Depuis 92 toujours, quels sont les 2 joueurs non cités précédemment qui tournent à 20 points ou plus de moyenne contre Team USA au JO? Et évidemment, ils ont joué plus d'une fois contre Team USA en situation olympique. Dedans, il y a, je te donne un indice, il y a donc un joueur d'une nationalité que tu as essayé de trouver, tu as essayé de trouver un joueur de cette nationalité-là, et il y a un Français aussi. Donc il y a un Serbe et un Français. Ouais, Attends, qui tourne à 20 points de moyenne face à eux, mais qui n'ont pas été cités. Hein, donc ça peut qui n'ont pas pas être été Fournier, cités. c'est ça? Non, ça peut pas être fourni. Mais qui peut. Alors, et c'est pas Il y a vraiment un un autre Serbe, Français. c'est plutôt, ouais, c'est plutôt c'est ex-Yougoslavie, voilà. D'accord. Oh, là c'est vraiment une colle. Hein. Il y en Parce que a si un, c'est pas Fournier, le je- premier, c'est une légende, et le deuxième, c'est pas une légende, c'est une légende locale, on va dire, mais Mais ils sont toujours en activité? Ça, les non, deux. non, non. Ah, d'accord. Il y en a un qui est devenu coach. Le français il est devenu coach. Là, il est plus consultant que coach, mais connu pour son franc-parler. Laurent Sierra? Laurent Sierra, sur ces 2 matchs, il a Ah mis bah au moins oui. 20 points. Ouais. Et Ah le oui, premier, incroyable. Putain, malheureusement, Ah, décédé il y a quelques années, Drazen Petrovic. Razen Petrovic. Voilà. Ok, j'étais sur des joueurs trop actuels, effectivement. Et pour finir, il nous fait un petit qui suis-je, pareil. Donc, j'imagine qu'il y a 92, je crois. Je vais te lire la devinette pour voir si tu trouves. Vas-y. On se croirait en late session là, mais pour une fois, Ouais. c'est pas moi qui ai préparé le truc. C'est- Si tout le monde me connaît, je suis certainement la personne la plus sous-estimée de l'histoire du basket. Né à des milliers de kilomètres des USA, c'est en Europe, champion du monde 86 en Espagne, que j'inscris la première ligne de ce qui est, à bien y réfléchir, l'un des plus beaux palmarès de l'histoire de notre sport, qui s'écrira à chacune de mes 5 décennies d'activité sur 3 continents, puisque j'ai été entraîneur adjoint au JO de Tokyo. NCAA, NBA, All-Star Weekend, Championnat du monde, JO, j'ai laissé mon empreinte dans toutes les compétitions auxquelles j'ai participé. Drafté en 88 après avoir marqué l'histoire de la NCAA avec un record qui tient toujours au niveau du pourcentage à 3 points sur une saison. Joueur NBA modeste avec 6 points par match en carrière. J'en marquerai encore l'histoire en établissant là aussi un record en carrière sur le pourcentage à 3 points en carrière avant d'être battu. J'ai remporté un titre All-Star Weekend sur le concours à 3 points et été l'un des seuls joueurs hors Celtics à remporter 4 titres NBA de suite. J'ai soulevé le trophée Larry O'Brien avec 3 des 10 meilleurs joueurs de l'histoire. J'ai joué avec Shaq, MJ, Pippen, Robinson, Ah, c'est Duncan. Steve Kerr. C'est Steve Kerr, ouais. Oui, oui. C'est le néant, c'est le truc sur sa naissance qui m'a mis, Ouais, qui m'a c'est mis dedans, ça. parce que j'ai pensé à l'Europe, alors que pas du tout, mais... Non, c'était Non, effectivement... mais c'était... Oui, bien sûr, Steve Kerr. ouais. Et donc, il finit 9 titres sur 4 décennies différentes, 5 comme joueur, 4 comme coach. Je suis Steve Kerr. Voilà, bien joué Théo. Merci. Et merci pour les questions. Ouais, c'était cool, carrément. Ouais. On s'était dit qu'on ferait la deuxième partie de ce qu'on avait dit avec le petit jeu de Tom sur les 5 départs les plus nuls, sur les pires 5 de l'histoire. Je crois qu'on avait couronné le 5 du Miami Heat de 88-89 dans la conférence Est. Tu me diras si je me trompe. Ouais. C'est ça, leur saison inaugurale, si je me Voilà, rappelle bien. c'est vrai que sur le papier, l'équipe Rory Sparrow, Kevin Edwards, Billy Thompson, Grant Long et Ronnie Saikali, c'est quand même dur. Et donc là, Tom nous a préparé la même chose à l'Ouest. Donc je vais te les dire rapidement. Et puis tu vas me dire à chaque fois qui tu vois gagner entre les deux équipes au bilan désastreux. On commence avec une série entre les Nuggets et les Kings. Les Nuggets de la saison 97-98, coachés par Bill Hanzik. Le 5, Bobby Jackson, Eric Washington, LaFonso Ellis, Tony Batty, Dean Garnett. 11 victoires, 71 défaites. Net rating, moins 13.1. L'adversaire de cette équipe, ce serait donc les Kings
17 victoires, 65 défaites en 2008-2009, coaché par Kenny Natt apparemment. Et le 5, Beno Udrih, Kevin Martin, John Salmons, Jason Thompson et Brad Miller. Net rating, moins 9.2. Est-ce que tu as une équipe qui te semble pire que l'autre là-dessus? Ouais, c'est chaud. Ouais, je pense quand même que les Nuggets, c'était pire. Parce qu'en fait, Il n'y a que là, la Brad Fonso Miller, t'as Ellis, quand quoi. même un mec qui a été All-Star dedans, quoi. Ouais, Ouais, t'as l'Afonso Ellis qui remonte là. Moi, j'adore Bobby Jackson, c'est un de mes joueurs que j'ai ouais. préféré voir sur un terrain. Mais derrière, ça me semble plus faible, effectivement. Tony Batty, c'était pas le feu non plus, tu vois. C'était cool comme joueur de rotation avec les Celtics notamment, mais c'était pas non Ouais. plus. Bon, va pour Denver qui sort de cette série. On passe à la suivante avec Dallas de la saison 92-93, coaché par Richie Adubato, qui a coaché en WNBA d'ailleurs après. 11 victoires, 71 défaites. Point guard Derek Harper, poste 2 Jim Jackson, poste 3 Brian Howard, poste 4 Terry David et pivot Sean Rooks. Net rating moins 15.2, je crois que c'est le record depuis qu'on liste ces Ah, c'est équipes-là. dur. C'est dur, hein. Donc voilà pour les Mavs. Et ensuite, on a les Lakers de la saison 2015-2016, mine de rien, coachés par Byron Scott. Starters, euh, D'Angelo Russell, Jordan Clarkson, Kobe Bryant, Julius Randle et Roy Hibbert. Net rating moins 10, 17 victoires pour 65 défaites. Voilà. Tu sais que j'avais oublié qu'ils avaient perdu autant de matchs quand même. Moi aussi, je pensais pas, parce que franchement, sur C'est l'effectif en vraiment. lui-même, quand même, entre Roy Hibbert, Randle, Kobe, Jordan Clarkson, qui après a quand même fait une carrière plus qu'honorable, D'Angelo Russell, on aime ou pas, mais je veux dire, c'est un mec qui a été All-Star. Franchement, leur 5, il est pas horrible, quoi. Mais Kobe, c'était après sa blessure du tendon d'Achille. Il a joué Oui. tous les matchs cette saison-là. C'est sa dernière saison, non? C'est C'est celle-là, la hein. dernière, celle-là? Je me rappelle Ouais. plus. Je crois Ok, que c'est. Il finit, donc il si, finit donc en il avait joué. 2016, donc c'est ça. Ouais. Et en fait, après, quand je regarde, c'est quand même une équipe ultra offensive, quand même, hein. C'est pas des Oui, oui. spécialistes. Bon, Kobe, surtout sur la fin de carrière, c'était quand même plus spécialiste offensif. Il y a que Roy Hibbert qui est quand même à dominante défensive. Mais sinon, moi, personnellement, j'ai l'impression quand même qu'elle est plus forte que cette équipe des Mavs citée plus haut. Mais bon, Ouais, ouais, non, je pense que tu as raison. Même si Jim Jackson, pareil, j'ai beaucoup aimé mais ce oui, joueur, sous-côté, je pense, bien aujourd'hui sûr, encore. Si complètement. tu vois des maillots, ce que je préfère, c'est ces photos de fac où il est à Ohio, ouais, Ohio State, si je me trompe pas. Ouais. Ouais, je crois que c'est ça. Ouais. Les maillots, t'as l'impression que c'est un truc qui a été travaillé par intelligence artificielle. Tu sais, il est tellement énorme que t'as l'impression que tu lui as mis une espèce de débardeur Ouais, en XS par-dessus, tellement il était. Ces grandes années de la musculation, et pas que de la musculation, je pense, hein, dans la ouais, je préparation pense, hein, des à mon athlètes avis, NBA. hein. Ouais. À mon avis. No disrespect, comme on dit, No avant de disrespect, dire un truc qui est évidemment. respectueux. Voilà. Série suivante, entre les Clippers de la saison 86-87, coachés par Don Chaney, 12 victoires, 70 défaites. Alors là, les noms sont bien obscurs, enfin, ou pas d'ailleurs, quand je vois. Darnell Valentine en point guard. Je me demande si c'est pas le père de Denzel Valentine, qui a eu aussi une carrière assez modeste en NBA derrière. Shooting guard Mike Woodson, qui après a été coach à Atlanta et New York. Damn. Rory White en small forward. Michael Cage en poste 4. Ah, Et, la légende. bah ouais, Il est et toujours commentateur pour les Clippers d'ailleurs, hein. exactement. Et Benoît Benjamin en pivot. Ah oui. Non, Pas pardon, il mal. est commentateur pour le Thunder. C'est lui qui Ah ouais, commente, je crois, les matchs d'accord. du Thunder, excuse-moi. Pas de souci. Ouais, alors ça, c'est très belle équipe. Enfin, C'est très belle. une C'est belle façon de équipe, ouais. parler, hein. C'est- Très belle équipe qui n'a gagné que 12 matchs dans la saison. Et ensuite, on nous propose une opposition avec les Wolves de la saison 91-92, coachés par Jim Rogers. 15 victoires, 67 défaites. Euh, Point guard pour Richardson. Mais oui. Arrière Doug West. Ailier Tony Campbell. Poste 4 Sam Mitchell, devenu coach par la suite. Coach de l'année même, une fois Sam Oui. Mitchell. Ouais, Et on va en parler. petit Et intérieur, un joueur qu'on croirait créé comme ça, sorti d'un jeu vidéo, Felton Spencer. Voilà. Felton Mais oui. Spencer. Rien à voir avec Raymond Felton ou avec Spencer Hawes, un mix des deux, mais Felton Spencer en pivot. Net rating moins 7.4 et donc 15 victoires pour 67 défaites. Putain, je sais. Là, je suis C'est dur, incapable hein. de dire ce qui est le plus catastrophique entre les deux. Là, c'est C'est rien qui très... fait rêver, quoi. Les deux sont catastrophiques. Je connais plus de joueurs chez les Clippers, donc je vais dire que les Clippers vont peut-être être devant, mais ça se joue pas à grand-chose et ils ont gagné que 12 matchs, hein, cette année-là, les Clippers. Donc Et combien on c'est avait gagné les Wolves, hein? 15 sur 15 pour 67 défaites. C'est un peu la peste et le choléra, quoi. Po, po, po. Oh, j'en sais rien.
Faut que tu choisisses, parce que là, Ouais, tranchons, je vais dire que la pire de ces deux équipes, c'est les Wolves. Voilà, ok, c'est décidé. pour le principe. Par principe. C'est là que tu vois que les Clippers ont bien redoré leur image Bah, nous, depuis, quoi. on les a toujours Mm, connus comme une équipe de losers, quoi. Donc oui, depuis quand même, les choses ont bien changé. mm. Et série finale, donc, enfin, série finale du premier tour, mais après, on déterminera qui, selon nous, est la pire de toutes les équipes qu'on a dit. On a donc les Memphis Grizzlies qui étaient à Vancouver, d'ailleurs, cette saison-là, Ouais. en 96-97, donc c'est les Vancouver Grizzlies, coachés par Brian Winters, 14 victoires, 68 défaites avec 1-5. Lee Mayberry, Anthony Piller, Ah oui. George Lynch, Sharif Abdourahim et Bryant Big Country Reeves. Net rating moins 11.5 et donc 14 victoires, 68 défaites. Pas mal. Et l'équipe qui doit donc affronter celle-ci, c'est les Rockets de 82-83. On remonte quand même pas mal, hein, coaché par Del Harris. Alors, bon, déjà, il y a quand même un joueur monstrueux dans l'équipe qui fait que ça peut peut-être être considéré supérieur, tu verras. Le Il y reste, a bon, Ralph par Sampson, contre, non? non. Non. En meneur, il y a Alan Level, Terry Teagle à l'arrière, Wally Walker en small forward, donc jusque-là inconnu au bataillon pour ma part. Et par contre, au poste 4, Elvin Hayes, qui, bon voilà, c'est quand même Ouais, un sur joueur les... d'un niveau supérieur. Et pivot, Caldwell Jones, pour finir, cette équipe qui a gagné 14 victoires, qui a gagné 14 matchs et perdu 68, net rating moins 11.3. Voilà. Mais ils avaient quel âge, leur big man, là, par contre? Parce que Hayes, il avait quel âge, là, En cette saison-là? 82-83, et je vais te le dire tout Ah, de suite en cherchant. 82-83, non, ouais. Bah, J'ai il devait l'impression que c'était fin de avoir. carrière, quand même, pour Hayes et pour... Il avait 38 ans. Hein. Ouais, ouais, Il ouais. avait 38 ans. Ça peut expliquer pourquoi ils ont été aussi catastrophiques. Non, je pense que pour le coup, je pense que c'est les Rockets la moins bonne équipe parce qu'en fait, Ouais. là, à l'intérieur, c'est correct, en fait, les Grizzlies. Le petit tandem Sharif Abdourahim et Brian Reeves, j'aime bien quand même. Mm. Anthony Piller était un joueur très très honnête. J'aimais bien, avec Ouais, les Kings, notamment, était bon. Notamment, exactement. il mit une sacrée manchette dans la mâchoire de Kevin Kevin Garnett Garnett, absolument. C'est ça. voilà, en demi-finale de conf, si je me trompe pas, Ouais, qui avait bien exactement. fait plaisir. Exactement. Bref. Et donc, ouais, bon, sur celle-là, oui, on va dire que les Rockets avaient la pire des équipes. Et est-ce que sur toutes celles qu'on a listées depuis tout à l'heure, il y en a une qui te semble quand même au-dessus du lot en termes de nullité? Bah, je crois Entre, que la pire, ouais. c'est celle des Wolves. Ça, c'est les Wolves qui sont passés finalement? Non, ou des Clippers? Laquelle on a retenu là, des deux là? On avait retenu les Wolves quand même. Quoique, franchement, je pense on peut peut-être revenir dessus parce que Darnell Valentine, Mike Woodson, Rory White, Michael Cage, Benoît Benjamin, franchement, c'est dur. Hein. Et 12 victoires, ouais, non. Sauvons les Wolves. Je les ai fait Ok. par pure hate. J'ai mis les Wolves, mais en fait, non. Hein, je pense que les Clippers méritent. Et dans ce Euh, cas-là, c'est cette équipe des Clippers, je j'ai l'impression pense, que c'est en dessous de toutes les autres, quoi. je pense que cette équipe, ouais, c'est pas celle qui a perdu le plus de matchs, mais pas loin quand même. Seulement 12 victoires, 70 défaites. Les pires, c'était les Mavs, mais il y avait Jim Jackson quand même. Donc non, voilà. Bah, je pense on est assez d'accord pour décerner cette victoire aux Clippers contre cette magnifique équipe du Miami Heat. Bravo. Alors là, voilà, on ne se prononce pas, hein, mais entre le Heat, Rory Sparrow, Kevin Edwards, Billy Thompson, Grant Long, Ronnie Cycli et cette équipe des Clippers qu'on vient de vous décrire, il y a match. Donc si C'est vous Miami voulez, qui gagne quand même, hein, je pense. ouais, Non? tu penses? Oui, si quand même, je pense aussi. Parce qu'au bout du compte, Donc les Clippers, pire équipe de ouais, l'histoire, est-ce bien étonnant finalement? ça serait la logique. Je C'était te le déjà demande. Donald Starling qui était aux commandes. Ouais, c'est pour ça. Mm, tout à Voilà, fait. merci à Tom pour ce petit jeu encore qui nous a permis d'explorer les tréfonds de l'histoire, du pire de l'histoire de la NBA. C'est ça. Et c'était donc la dernière question ou le dernier petit jeu de ce CQFR du samedi. Eh ben, parfait, merci à tous d'avoir envoyé des questions. Merci pour les jeux, les quiz, les start bench cut. Là, c'est un des exercices que je préfère au bout du compte. C'est très, très cool. Shai, merci d'avoir fait le tri dans toutes ces questions. On vous souhaite de passer un bon week-end. Demain, dimanche, ce sera la dernière émission de la première saison de Hoop Culture avec Pierre Armand. Je vous dévoile le sujet. On a décerné nos Hoop Culture Awards de la saison 2023-2024 en reprenant l'essentiel des thématiques qu'on a pu couvrir durant l'année. Donc je vous invite à aller regarder ça. Et puis on vous dit tous à très vite. Bons Jeux Olympiques. Et oui, à très vite. Ciao à tous. Ciao!